And now I would like to invite Ms. Anne Nouaille, who is also a member of the European Economic and Social Committee, representing the workers group, the employees group. She is an European and International Affairs advisor at the Confederation of French Trade Unions, and she was also the rapporteur of some important opinions of the EEC regarding the circular economy and establishing targets for sustainable development. And without any delay, I would like to give the floor now to Mrs. Anne Nouaille for her presentation. Merci beaucoup de me donner la parole, monsieur. Dimitris. Monsieur Dimitris, oui, merci beaucoup. Voilà, on m'a invité pour faire les conclusions. Alors, merci à vous d'être encore présents. Je ne vais pas vous infliger des conclusions, d'autant plus que j'ai fait quelque chose que je n'aime pas du tout. Je suis venue très tardivement, en fait, participer à votre journée d'études et j'en suis d'autant plus contrariée que le sujet, en fait, est un sujet, je dirais, parmi mes sujets d'intérêt, un sujet assez crucial. Donc, heureusement, j'ai pu entendre quelques interventions et je les ai trouvées tout à fait intéressantes et fort pertinentes. J'ai entendu quelques questions de la salle. Donc, vous devez savoir, comme vous avez dit très bien, nous vous accueillons gentiment dans ces locaux du Comité économique et social européen, qui est l'institution représentative de la société civile, je dirais la plus institutionnelle, puisque prévue dans les traités de l'Union européenne. Et donc, à ce titre, évidemment, l'échange veut que vous invitiez une ou deux personnes au moins du comité en tant que membres pour participer à vos travaux. Et c'est la raison pour laquelle le secrétariat de la section agriculture-environnement a proposé les deux derniers rapporteurs qu'elle a eus sur l'économie circulaire. Voilà pourquoi M. Pezzini et moi-même sommes là. Ce n'est donc pas, je dirais, en amateur que nous venons. Nous avons travaillé le sujet, lui, sur la partie plus des entreprises, des PME, et sur l'emploi que ça représente, l'enjeu d'emploi que ça peut représenter pour les PME européennes. Et moi, j'ai travaillé davantage sur la proposition de la Commission européenne, donc la précédente, l'ancienne commission, en matière d'économie circulaire et tout particulièrement de recyclage industriel et donc en proposition industrielle et de la construction, proposition qui se voulait précurseur de propositions pour le domaine agricole et de l'alimentation. Donc c'est dans ce contexte que la Commission proposait d'utiliser, de changer de démarche et proposer aux citoyens de l'Union européenne, aux industriels, aux agriculteurs et aux usagers de considérer la production de biens et de marchandises non plus comme une simple utilisation des ressources à disposition de l'humain, mais comme une ressource en elle-même, c'est-à-dire que les produits dans l'Union européenne ne seraient plus seulement consommateurs, les process de production ne devraient plus être envisagés uniquement comme consommateurs d'une part d'énergie, d'autre part de ressources naturelles ou de synthèse, mais comme gisement de ressources pour des produits ultérieurs. Donc pousser au maximum le concept de recyclage et de réutilisation.
Alors c'est un concept qui fait des émules et qui représente encore une fois un gisement certain d'activités lucratives pour de nombreux secteurs et filières, et qui sont donc fer de lance pour pousser la Commission, qui ont été fer de lance pour pousser la Commission à proposer un instrument juridique à cet effet, notamment dans le domaine de la construction. Alors il y a plusieurs problèmes. Le premier problème est que cette démarche, que ce soit pour réutiliser les métaux rares dans les téléphones ou certaines matières des matériaux de construction, le premier problème c'est que, alors il y a tout un tas de problèmes qui sont des problèmes d'ordre technique, à savoir est-ce qu'on peut tout réutiliser, comment on organise le collectage, quels nouveaux process on crée pour réaliser cette réutilisation et ce recyclage. Et donc, ils sont à la fois génèrent des problèmes, mais aussi des opportunités d'emploi, des opportunités d'affaires, des opportunités à condition d'être soutenues par un processus de recherche important et d'avancée technologique. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? C'est-à-dire que la démarche n'est pas une démarche de ne plus produire de déchets non valorisés, mais la démarche est de dire maximiser les déchets en les valorisant. Et cette démarche-là fait qu'on n'envisage pas de la même manière les choses, puisque la finalité, le but n'est pas de produire moins de déchets qui deviennent ingérables au niveau planétaire ou de produire des déchets qui ne seraient plus toxiques, mais la démarche est toujours une démarche de on va valoriser ce qui est valorisable et rentable de valoriser, puis le reste, on ne sait pas. Ce qui aboutit à aujourd'hui, bien que nos avis aient été adoptés, où nous préconisons l'avis sur lequel j'étais rapporteur, en tout cas, qui a été adopté par le Comité économique et social européen, préconise d'une part de bien regarder non seulement l'ensemble de la démarche et des process engagés, d'étendre la démarche à d'autres filières et d'avoir une démarche plus holistique sur l'ensemble des processus industriels au lieu de les cantonner uniquement à certains secteurs. Et préconise surtout de mettre les acteurs autour de la table. Parce qu'il y a une question de faisabilité et d'organiser un marché. Parce qu'il ne s'agit pas que de dire on va recycler certaines matières, mais il s'agit d'avoir c'est tout un marché qu'il faut réorganiser. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez la même problématique. Et d'ailleurs, j'aimerais vous demander ici, dans cette salle, combien y a-t-il d'agriculteurs ? Je voulais vous demander ça. Combien y a-t-il de jeunes ici qui sont de futurs agronomes ou agriculteurs? Voilà. Et combien de personnes ont lu le rapport du GIEC, du groupe des experts sur le climat? Voilà. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, un élève, je voudrais passer un petit peu sur les problématiques que vous avez traitées aujourd'hui, parce que vous êtes des experts. Certains d'entre vous, en tout cas, sont des experts, puisqu'ici, je suppose qu'il y a eu ceux qui ont écouté et puis d'autres qui sont intervenus. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être d'entendre, si vous permettez, l'opinion de ceux qui n'ont pas eu aujourd'hui l'occasion de s'exprimer. La question, c'est qu'ici, autour de la table, il y a aussi des gens qui ont des intérêts, je dirais, qui ont traduit un intérêt écologique ou environnemental en intérêt et approche économique et ont une démarche de faisabilité, si ce n'est rentabilité. Ces démarches, jusqu'à un certain point, sont nécessaires et compatibles, mais à un certain point, elles ne le sont pas. Je vais expliquer pourquoi. Je vais prendre 2-3 exemples. Ce n'est pas d'être pour ou contre un système. C'est qu'aujourd'hui, en 2000, on a 6 milliards d'habitants sur la planète. 2050, on en aura 9 milliards. Toutes les planifications aujourd'hui qu'on fait, on les fait à l'horizon, maintenant on est à 2050. Si on prend les objectifs de l'Union européenne en termes d'énergie, c'est 2050. Si on prend un certain nombre de stratégies, il y a 2020, 2030 et 2050. C'est l'horizon. Donc 9 milliards, on sait déjà qu'il y aura 9 milliards d'habitants sur la planète, donc 40%, on le sait déjà aujourd'hui, sont sous stress hydrique. Là aussi, je ne vous fais pas un dessin pour l'agriculture, il y a des conséquences immédiates. Donc on sait que les problématiques aujourd'hui, on ne peut pas les résoudre avec la manière dont s'est développé le système économique d'hier.
C'est-à-dire qu'en effet, on est obligé de le traduire en termes de faisabilité, de rentabilité, et la Commission, c'est sa démarche pure. D'ailleurs, je n'avais pas terminé sur économie circulaire, mais la Commission a suspendu sa proposition et représentera une proposition retravaillée d'ici la fin de l'année. Donc le côté bien, c'est qu'elle n'a pas écarté complètement l'instrument. Voilà. Le côté moins bien, c'est qu'on n'a rien, mais en tout cas, à horizon de fin de l'année, elle se propose de remettre une proposition au débat. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que cette démarche qui est celle de la Commission de dire on va intéresser les industriels, on va intéresser les pouvoirs économiques, on va attirer les propriétaires fonciers, les grands groupes, je ne sais pas si on dit agricole ou agronome dans ce cas, mais en tout cas qui ont des intérêts dans l'agriculture, on a besoin de les attirer dans l'affaire pour traduire en fait concret ces impératifs écologiques et environnementaux que l'on a de toute façon à traiter, à adresser, mais qu'en tant qu'administration et en tant que pouvoir politique, la Commission, son attitude, c'est de dire c'est pas nous les opérationnels. Les opérationnels, c'est les industriels, c'est les agriculteurs. Donc, on va focaliser sur eux, leurs demandes, eux, leur manière d'amener le sujet. Ce qui est juste. Je ne peux pas il faudrait être stupide pour dire non, 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 on n'a plus besoin des industriels, on n'a plus besoin des agriculteurs. Mais ce qui est incomplet. Parce que, par ailleurs, toutes les autres problématiques qui ne rentrent pas dans ce calcul économique sont écartées. Et ça peut conduire, je dirais, à un futur coût qui serait encore plus élevé que le coût de ne rien faire ou de faire... Vous voyez, le fait d'engager des processus qui ne sont pas justes peut coûter encore plus cher que de ne rien faire, conformément à ce que préconise le rapport des experts intergouvernementaux. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je vais prendre un autre exemple, celui des ampoules. Lorsque le moment est venu, on a eu la volonté, moi c'est un exemple qui me sidère absolument, c'est-à-dire que sur un marché de plus de 300 millions de consommateurs, un nombre incalculable de pays, enfin pas de pays c'est calculable, mais de consommateurs et d'utilisateurs, on a changé tout un marché. En quoi? Maximum 5 ans. Il y a une seule chose qui est passée à travers les mailles de tous les filets, lobbies, intérêts, publics, privés, etc., c'est le mercure. Et la dissémination que ça représente dans l'eau qui est réutilisée aujourd'hui, qui est proposée à être utilisée dans l'agriculture par exemple, et qui donc rentre dans la chaîne alimentaire, pas besoin d'aller chercher sur l'océan, les poissons, etc. Voilà. Donc aujourd'hui en Espagne et ailleurs, on propose, mais dans les zones où il y a un stress hydrique important, on propose de réutiliser de l'eau que d'une manière ou d'une autre, on sait d'ores et déjà, et la Commission, qui est une puissance administrative, à peu près une des plus grosses puissances administratives de la planète, avec celle des États-Unis et celle de la Chine, le sait donc très bien. C'est-à-dire qu'on propose aujourd'hui à la réutilisation, on remet dans la chaîne alimentaire des substances toxiques. Je ne cite que le mercure, vous en avez cité d'autres, mais c'est une vraie problématique. Alors, moi, je ne suis pas pour dire no future. Je ne suis pas pour dire il n'y a pas d'issue, donc on arrête tout. Mais je dis qu'il faut bien considérer que les technologies du futur, qu'on dit du futur, mais qui sont déjà du présent, sont nécessaires et indispensables, mais elles sont intermédiaires. C'est-à-dire, l'erreur, c'est de les présenter comme la solution finale. J'utilise à volonté le terme. Ce ne sont pas des solutions définitives. Il faut être bien conscient que ce sont des solutions intermédiaires. Et c'est une transition. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple des lampes, il aurait fallu que dans le même temps, on avertisse bien le marché et les usagers que si c'était une solution optimale, si et seulement si on recyclait. Bien sûr qu'on n'avait peut-être pas le moyen de trouver une autre technologie à ce moment-là que d'introduire le mercure, mais voilà, c'était pour illustrer la démarche. Donc moi je profite d'avoir le micro, surtout que c'est pas fréquent. Alors après, bon, en tant que représentante des travailleurs, je dis que nous avons globalement et rapidement, pour votre information, l'Institut syndical européen qui produit notamment des travaux et des études, mais aussi une revue de vulgarisation, je le dis pour les jeunes,
sur ce qu'elles font. C'est-à-dire il ne faut pas dire les travailleurs, les groupes syndicaux ne sont pas sensibilisés à l'environnement, ne travaillent pas sur les questions d'environnement ou d'écologie, c'est faux. Pour la simple et bonne raison qu'à peu près toutes les solutions de mise en œuvre, que ce soit dans l'agriculture, les travailleurs agricoles ou dans l'industrie, sont à minimum impactées par les anciennes technologies et les nouvelles technologies. Donc veulent avoir un droit de parole et d'expression sur les processus engagés et de proposition. Nous sommes force de proposition depuis des années. Nous avons fait un nombre d'études sur la transition écologique, sur l'économie verte, sur le potentiel. Bon, donc on a ce travail énorme, donc ça vous pouvez l'avoir. Et d'ailleurs, ESAMAG a fait une revue récemment sur, par exemple, les travailleurs dans le domaine des déchets, où elle explore un certain nombre, elle parle d'un certain nombre de choses. Sur l'économie circulaire, nous dénonçons le fait que, par exemple, le fait de créer, de dire on va intégrer plus de personnes dans l'emploi en utilisant soit des personnes handicapées, soit des personnes en difficulté sociale au niveau territorial pour traiter ces déchets n'est pas la bonne démarche. Ces travailleurs sont des travailleurs à part entière, doivent être formés, on doit utiliser la recherche et les nouvelles technologies, y compris dans les process de traitement de l'eau, de traitement des déchets, dans le domaine agricole, parce qu'il y va pas seulement de la santé des travailleurs, mais de celle de l'ensemble, c'est des questions de santé publique, donc nous travaillons énormément là-dessus. Nous avons ce que nous appelons un réseau de sensibilisation à l'environnement pour les travailleurs, qui est un réseau en Belgique, donc RIS.be, bon, ça vous pouvez l'avoir. Ce sont les deux sources principales, bon après on peut rentrer dans les détails. Et voilà, après je voulais juste, si vous permettez, dire quelques mots sur agriculture bio, agriculture biodynamique, agriculture raisonnée et agriculture intégrée et agriculture intensive. Premièrement, la délocalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que se passe-t-il avec 70 millions de tonnes de déchets? Elles partent en Albanie, direct. Donc, les terres albanaises du futur sont des terres qu'on peut déjà considérer comme stérilisées. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a vu que dans les années 70, l'agriculture biologique extrêmement dynamique, lorsqu'elle s'est avérée atteindre des seuils où elle prouvait qu'elle était aussi dans les économies d'échelle, c'est-à-dire qu'elle était à la fois biologique, accessible et rentable, a été, je ne dirais pas tuée, mais quand même marginalisée, voire mise en danger par les grands distributeurs qui se sont dit, mais attendez, si on fait vraiment la démonstration qu'il y a un potentiel, il y a un marché, il y a une clientèle, il y a des consommateurs, et on peut produire à bas coût de l'agriculture biodynamique, il faut arrêter ça tout de suite. Et donc on a produit du compost d'une façon, je n'ai pas le temps visiblement d'entrer dans le détail, mais où même les agriculteurs ont dit on n'est pas là pour recycler les plastiques, donc on ne veut plus de ce compost-là, et on en a profité pour dénaturer et décrédibiliser l'agriculture biologique. Donc ce n'est pas un débat qui se situe entre aujourd'hui et la semaine prochaine, combien de parts de marché les uns ou les autres vont s'accaparer. C'est un débat qui va beaucoup plus loin. Et encore une dernière chose, il y a 1 milliard de personnes mal nourries sur la planète. Avec 20 milliards par an, on pourrait les nourrir. Et c'est 14 000 milliards par an sur les marchés financiers qui tournent à vide. Voilà, de dollars, on parle en dollars, pas en euros. Je m'excuse d'avoir été un peu longue et de ne pas avoir un PowerPoint à vous soumettre. Mais ceux qui veulent un PowerPoint, je peux leur en envoyer un. Merci. Thank you. No need to apologize. It was very interesting. It was also enlightening to see the wider picture and put the issue of sustainable agriculture in the wider framework of the main challenges and trends that our world is facing. Maybe we have a couple of minutes for any comments or questions before closing this event. I don't know if there are. So, yes? Just in line with the last intervention, one day I would like to see the enterprise and industry again in the name of the DG
that now is called GROW. I travel to Japan and I see they have a ministry that is called Ministry of Industry and Employment. In Spain we have Ministry of Social Security and Unemployment. And of course we cannot feel ashamed of calling industry and enterprise. So the growth does not happen by chance, does not happen because the regulation. So I think I am, of course I'm not representing the small medium enterprise, but in Spain we are responsible for 80% of the employment. But I would like to see again the name of industry and enterprise in the name of DG GROW. Okay, we reached the end now. I wish to thank you all for attending the Waste Reuse Forum. I hope you found it interesting and we met your expectation. Thank you also for all of you who stayed until the very end. I would like to thank once again the European Economic and Social Committee for hosting our event. And I would also like to remind you that all presentations would be uploaded in the Waste Reuse website, so they will be available for you and for anyone who is interested. Thank you also to the interpreters, and thank you very much. Bye.